Aujourd'hui, je vais vous parler cinéma, ou plus exactement, série télé. Je vais vous parler de la série télé qui est passée récemment sur Arte et qui s'intitule Anna. Elle est de Niccolo Amaniti, au niveau de la réalisation, sur un scénario de Niccolo Amaniti et Francesca Manieri. Voilà, j'ai envie de vous parler série télé parce que bien souvent, quand le scénar est intéressant, quand la réalisation est bien faite, une série télé, c'est finalement plus enseignant au niveau de la psychanalyse que n'importe quel cours théorique. Parce qu'on dirait que parfois les auteurs sont en prise directe sur leur inconscient et qui nous le transmettent comme ça, comme si c'était un rêve, et comme s'ils nous donnaient vraiment à voir ce qu'il en est de, alors je vais dire leur inconscient, mais je m'y reconnais tellement que j'ai envie de dire c'est l'inconscient. En tout cas, la structure de l'inconscient, au-delà des modalités qui, bien entendu, en fonction de chaque sujet, ces modalités sont infiniment singulières, bien entendu. Mais la structure, je la reconnais. Je reconnais vraiment chez Amanati ce que j'ai rencontré dans mes rêves et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors déjà, il y a cette congruence avec l'inconscient, c'est la plus importante à mon idée, mais il y a aussi congruence avec l'actualité, au sens où il s'agit d'une épidémie mondiale et ça a été tourné, on nous le dit par un carton au début de chaque épisode de la série, le tournage a commencé 6 mois avant le début de l'épidémie de Covid-19. C'est quand même étonnant comme coïncidence. Et c'est pas la seule coïncidence. L'autre, c'est ceci, c'est que ce sont les adultes qui sont touchés et pas les enfants. Enfin, les enfants sont porteurs du virus, mais ils ne sont pas malades. Et donc ils ne meurent pas. Par contre, lorsqu'ils grandissent, comme quand ils atteignent l'âge adulte, ils tombent malades et ils meurent. Alors vous voyez que la série tire un peu plus loin le drame qu'a été le Covid-19 pour le monde entier. Parce que pour le monde entier, les gens tombent malades, mais c'est vraiment les très vieux qui meurent. Alors on a vu des morts de gens beaucoup plus jeunes, bien sûr, mais ce n'est pas la généralité que propose la série. Parce que là, il n'y a pas d'échappatoire, tous les adultes meurent. Et c'est ça l'intérêt de la série, c'est qu'on se retrouve dans un monde d'enfants. Et un monde d'enfants, c'est quoi ? C'est l'inconscient. Parce que là, je vais citer une phrase de Freud, l'inconscient, c'est l'infantile en nous. C'est-à-dire que, voilà, on va voir des enfants, comment ils réagissent lorsque le frein des adultes n'est pas là. Vous savez que les adultes, c'est là pour dire aux enfants, tu fais pas pipi et caca partout, tu te tapes pas ton petit frère, non, t'as pas le droit de le tuer, etc. Et quand les adultes disparaissent, eh bien, l'une des personnages les plus importants du film dit à un moment, maintenant que les adultes sont plus là, on va pouvoir faire toutes les conneries qui nous passent par la tête. C'est clairement dit, donc ça va devenir le fantasme qui passe dans la réalité. C'est ça qui est intéressant. Alors, la série se centre sur une famille, un père et une mère divorcés. Le père, on le verra presque pas, parce que dans la mesure où il y a eu divorce, il joue un petit rôle dans l'histoire et il meurt tout de suite. La mère dure un peu plus longtemps et va profiter de son sursis pour écrire dans un cahier d'écolier tout ce dont les enfants auront besoin pour survivre. Toutes les méthodes, comment se procurer de la nourriture, comment se défendre des autres, et surtout, même, comment se débarrasser de son cadavre à elle, la mère, quand elle sera morte,
qu'est-ce qui va se passer? Elle explique par le menu aux enfants, elle écrit ça dans son cahier, le mode d'emploi de son cadavre. C'est une métaphore superbe, je trouve, parce que si dans la réalité il s'agit du cadavre, eh bien, c'est une métaphore pour moi, ce journal en tout cas, de tout ce qu'une mère a envie de faire pour protéger ses enfants afin qu'ils soient très correctement armés pour affronter la vie. Alors, ça a un côté comme ça très superbe. Oui, elle se préoccupe tellement de ses enfants qu'elle veut leur donner toutes les clés. Mais elle veut tellement leur donner toutes les clés que finalement ces clés vont se comporter comme des fils de marionnettes et les enfants devront réaliser absolument tout ce qui est écrit dans le cahier, comme si la mère, post-mortem, continuait à les agir à distance, comme si elle avait encore la main dans le gant que représentent ses enfants, ses deux enfants, comme marionnettes de ses désirs. Il y a ces deux versants, le côté, si on veut le voir d'une manière positive, le côté, oui, je les protège, je leur donne le moyen de s'émanciper finalement, c'est-à-dire de vivre sans moi, et en même temps, c'est tellement complet comme récit, comme règle de vie, que non, il n'y aura aucune échappatoire, ils vont devoir réaliser le truc ligne à ligne. Et comme ils sont encore petits au moment du décès de la mère, enfin la fille est adolescente, elle a 14 ans, quelque chose comme ça. La fille s'appelle Anna, qui donne son titre à la série, et le petit s'appelle Astor, lui il a 5-6 ans. Et donc pendant un premier temps, ils vont réaliser, mais ligne à ligne, lettre à lettre, ce que la mère a écrit. Et notamment dans le mode d'emploi du cadavre, c'est quand même hallucinant, c'est-à-dire que pendant 100 jours, ils vont devoir la laisser dans son lit, le temps que, n'est-ce pas, un premier pourrissement puisse assécher le corps, de façon après qu'il soit plus transportable, parce que la mère devine que les enfants ne vont pas pouvoir transporter son corps, vu l'état de leur force, à l'extérieur. Donc attendez 100 jours que mon cadavre soit desséché de façon à pouvoir le ficeler à une corde et le transporter à l'extérieur. Pendant 100 jours, dit-elle, vous habiterez dans la voiture, comme ça vous éviterez l'odeur pestilentielle de mon cadavre en pourrissement. Vous voyez, ça va loin, et ça va très fort. Les enfants n'ont pas l'habitude d'apprendre le maniement exact du cadavre de leur maman. Et je trouve qu'il y a d'ailleurs dans cette image, parce que la maman a écrit sur la feuille de son cahier, sans bâtonnet, que chaque jour, le petit Astor barre, jour après jour, jusqu'à arriver au 100, pour remplir exactement à la lettre les instructions de la mère. Et au bout de 100 jours, eh bien, Anna et lui vont nouer une corde au pied du cadavre de maman pour tirer ce cadavre à l'extérieur. Et je trouve que c'est un curieux retour du fantasme de la naissance. La corde représentant un cordon ombilical, et c'est les enfants qui la mettent dehors, eux qui ont été mis dehors de cette façon-là, mis dehors du corps de maman. Et là, on se demande si effectivement ils mettent ce corps dehors, et si en le mettant dehors, ils ne continuent pas en fait à rester à l'intérieur du corps de maman, ce corps qui a pris une extension dans le cahier où elle écrit toutes les instructions. Je crois qu'il y a beaucoup de mamans qui nourrissent ce fantasme de, effectivement, donner à l'enfant absolument toutes les clés. J'en connais, j'en ai entendu. Se préoccuper de la diététique de leur enfant, même quand leur enfant a 30, 40 ou 50 ans.
Hein, et tu ne devrais pas manger ci, et tu devrais manger ça, et tu devrais faire attention à ceci, et faire attention à cela, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les enfants en sont en général saoulés. Ils ont envie de dire, mais maman, fous-moi la paix. Et d'ailleurs, ils le disent quelquefois, mais d'autres n'arrivent pas à trouver le courage de le dire et restent prisonniers à l'intérieur de ce corps de parole, de ce corps d'instruction de maman. Alors, en principe, papa est là justement pour couper le cordon ombilical, faire en sorte qu'il y a un autre son de cloche, que les enfants puissent avoir un autre modèle, mais justement, dans l'histoire d'Anna et de Astor, il n'y a pas d'autre modèle. Le père est mort, et lui, il n'a rien écrit comme instruction. Ils sont enfermés, libérés par ce cahier. C'est en ce sens-là que c'est un film exemplaire, je trouve. Il nous dit quelque chose de l'inconscient, de ce qui se passe d'inconscient entre une mère et ses enfants. Alors, de même, l'auteur nous laisse comprendre que Anna est jalouse de son petit frère, bien évidemment. C'est pas Anna en particulier. Toutes les grandes sœurs, tous les grands frères sont jaloux des petits, qui ont pris leur place dans les préoccupations de maman. Et c'est bien naturel. Il faut s'en occuper, et l'autre, il est déjà plus grand, et il peut s'occuper un peu tout seul. C'est normal. Mais les plus grands, ils se débrouillent un peu, ils sont pas contents du tout. Là, ils ont véritablement un travail de deuil à faire. C'est ce travail de deuil qui nous est montré jusqu'à la caricature dans la série Anna. Sauf que la mère est véritablement morte et qu'il faut faire quelque chose avec son cadavre. Donc c'est le cadavre de la mère qui va jouer en quelque sorte le rôle du père. C'est-à-dire de ce truc qu'on se trimballe éventuellement toute la vie et dont il faut quand même un jour se débarrasser. Alors, est-ce que tirer le corps de maman à l'extérieur de la maison, qui représente la maison, un corps de maman fantasmé, est-ce que tirer ce corps à l'extérieur après 100 jours d'attente, comme 100 jours de deuil, par exemple, on dit qu'il faut faire son deuil, il faut un certain temps. Bon, voilà 100 jours, c'est le temps fixé par la mère. Est-ce que pour autant les enfants se mettent au monde, c'est-à-dire se libèrent de l'emprise de maman ? Non, puisque je vous dis que elle a tout écrit, par ensuite tout le reste. Et notamment, elle a écrit que il ne faut surtout pas dépasser les limites de la propriété. Ces gens-là vivent en Sicile, les parents étaient relativement aisés, ils ont une villa à la campagne, dans un grand parc, et il y a des grilles autour du parc, enfin des barbelés, un truc, c'est pas le mur de Berlin, c'est tout à fait quelque chose qu'on trouve dans la campagne naturellement, mais elle leur explique dans son cahier qu'il ne faut surtout pas sortir. Et elle a rajouté des chiffons de couleur le long de la clôture pour dire aux enfants, ne dépassez surtout pas la limite des chiffons. Quelque part, c'est pour les garder à l'intérieur d'elles-mêmes. Alors, autre part, c'est pour les protéger de ce qu'elles pressentent, c'est-à-dire de la violence qu'il va y avoir à l'extérieur. C'est-à-dire les gens qui vont se battre pour se partager les restes de nourriture qu'on trouve dans les supermarchés ou les restes d'essence pour pouvoir se déplacer avec un scooter ou une bagnole récupérée. Enfin, oui, le réalisateur nous montre de ces bagarres, de ces rivalités qui se mettent en place maintenant que les ressources sont devenues extrêmement rares, qu'il n'y a plus de production, qu'on vit sur ce qui a été produit, et parce que les enfants ne relancent pas la production, bien entendu, ils vivent sur les acquis. Et voilà, elle cherche à les protéger, mais en même temps, elle les maintient à l'intérieur. Elle ne veut pas qu'ils sortent de son ventre élargi, qui est le jardin et la maison. Mais que vont faire les enfants ? Ils vont faire comme tous les enfants, c'est-à-dire, ils vont transgresser les ordres de maman. C'est comme ça qu'ils vont se mettre au monde.
Puisqu'elle a tout prévu, eh ben, ils vont jouer sur les failles de ce qu'elle n'a pas prévu. Y compris dans le traitement du cadavre. C'est ça que je trouve très fort. C'est-à-dire que là où la mère a dit, une fois que vous aurez amené mon cadavre dehors, vous l'amènerez au fond du jardin et vous le recouvrirez de pierre. Et elle a tout pensé. Elle n'a pas dit, allez chercher une pelle, une pioche, creuser un trou. Non, elle pense que les enfants vont pas y arriver. Et elle a bien raison. Donc, ensevelissez-le sous des pierres. Ce qu'ils font. Mais au bout de quelque temps, les enfants reviennent régulièrement sur le tas de pierres, comme les gens reviennent sur la tombe de leurs proches. Et à un moment, Anna, la plus grande, découvre le cadavre sous les pierres, emporte le crâne, et on la voit, je dirais presque amoureusement, décaper ce crâne. C'est-à-dire enlever tous les morceaux de chair qui restent, les morceaux de peau qui sont devenus une espèce de cuir attaché au crâne d'os. Et voilà, elle râpe le crâne de maman pour obtenir un beau crâne bien lisse, dont on verra plus tard qu'elle lui rajouterait en plus des petites pierres de couleur qu'elle cose dessus. Ça ressemble finalement à un de ces crânes Inca ou Maya que j'ai pu voir. Si c'est pas dans la réalité, je l'ai lu dans Tintin. En tout cas, cette façon de rendre hommage aux morts en gardant le crâne à la maison comme un ornement. En rajoutant des bijoux par-dessus. Et ça, c'était pas prévu par maman. Et curieusement, c'est à la fois pour garder maman, pour aller encore plus loin dans le rester à côté de maman, ne pas naître, et en même temps, comme c'est transgresser les demandes de maman, c'est bien se mettre au monde, c'est faire le deuil encore plus loin, en vraiment s'occupant de ce crâne, comme d'un objet qu'on peut mettre tranquillement sur la cheminée. Un objet qui donc va nous laisser tranquilles. C'est un objet, ce n'est plus un sujet. Je vais donc pouvoir être sujet. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est une des transgressions de la part d'Anna. Et je vous parlais d'autres transgressions, mais avant, je voudrais vous parler d'une transgression d'Astor, le petit, qui à un moment longe la clôture et voit les chiffons posés par maman, qui a vraiment pensé à tout, pour qu'on voit bien l'endroit qu'il ne faut pas dépasser. Et puis son regard tombe sur une canette de soda qui est à l'extérieur, qui a été perdue là, on ne sait pourquoi, qui est à l'extérieur de la clôture. Alors ça lui fait envie, bien sûr. Ça fait longtemps qu'il a dû ne pas voir une canette de soda. Donc il essaie de l'attraper en prenant une branche et en allant après comme ça, passant la branche au-delà de la clôture pour mais il n'y arrive pas, ça ne fait que pousser la canette un peu plus loin. Et là, je m'autorise une interprétation. C'est avec cette branche comme métaphore d'un phallus qu'il transgresse l'ordre de maman. C'est déjà avec son phallus, c'est le phallus qui va au-delà de la limite de maman. Puisqu'il devient grand d'une façon un peu prématurée, et façon un peu prématurée, il se sert d'un prolongement de son corps, un phallus, pour obtenir cette puissance dérisoire qu'est une canette de soda. Mais comme ça ne marche pas, il laisse tomber le phallus, il est trop petit, il est trop tôt encore pour s'en servir, et il trouve un sac poubelle, il s'enferme dans le sac poubelle, et comme ça, il peut franchir la limite. Alors, l'usage de ce sac poubelle est fantastique, parce que c'est comme si il pouvait sortir de maman tout en restant dans maman. Le sac poubelle, un peu comme un utérus portatif, je peux naître tout en restant dedans.
je franchis la clôture, c'est-à-dire je nais, mais en emportant avec moi un espèce d'utérus portatif qui me permet en plus d'échapper au regard de maman, c'est-à-dire au regard qui cette fois serait le surmoi chez maman, le surmoi qui empêche de sortir. Certes, encore une fois, pour sauvegarder l'enfant, mais en même temps pour le garder, pas seulement pour le sauvegarder. En plus, maman avait inventé une menace si on sortait, si on transgressait ces interdits. La menace, c'est il y a des grands géants blancs qui viendront vous emporter. Et ces géants blancs, on voit bien de quoi il s'agit, puisque lorsque tous les adultes n'étaient pas morts, on a vu quelques séquences là-dessus, on a vu de ces membres des forces de sécurité ou de santé habillés en blanc, dans des combinaisons de cosmonautes blanches, quoi, venir chercher les cadavres chez les gens. Donc c'est ça, quelque part c'est l'instrument du deuil aussi, l'instrument de la mort. C'est comme si c'était la mort qui vient les chercher. Et donc elle a décrit ça comme si c'était une réalité mythique, l'existence réelle de la mort qui vient les chercher sous la forme de ces géants blancs. Donc en se mettant dans un sac noir, il parvient peut-être à l'éviter. Et en faisant cette association qui vient de me venir parce qu'elle n'était pas prévue, noir-blanc, je me rappelle très bien avoir eu des hallucinations de ce genre quand j'étais adolescent, l'alternance de noir et de blanc, dont j'ai compris très très longtemps après qu'il s'agissait du noir des poils pubiens de ma mère en opposition au blanc de sa peau. Et qu'il y a donc là, dans cet entre-deux, qui est justement le pas de la naissance, le pas entre les cuisses de maman, hein, c'est cet endroit où on rencontre pour la première fois cette opposition entre les poils pubiens et la peau du ventre blanc. Alors, je ne dis pas que j'ai vu ça au moment de ma naissance, j'en sais rien. Mais par contre, j'ai dû le voir à l'occasion d'un bain pris avec elle, et ça a pu me faire réimaginer les conditions de ma naissance. Si on m'a dit que j'étais dans le ventre de maman et que j'en suis sorti, sans autre précision, ça suffit pour que l'imagination d'un gamin s'enflamme. Hein. Et donc de rester sur le noir pour éviter le blanc. C'est-à-dire éviter quoi? La castration. Parce que lors d'un bain, j'ai bien dû me rendre compte que j'avais un zizi que ma mère n'avait pas. Et que si on avait pu le lui couper, c'est que peut-être qu'à moi, ça m'arriverait aussi si je transgresse. Donc il se réfugie dans cet intérieur et il évite les géants blancs que le réalisateur nous fait voir d'ailleurs, comme dans une hallucination du gamin, où on voit bien que c'est des dessins animés incrustés dans le paysage filmé. C'est une façon de dire, c'est du fantasme par opposition à la réalité. C'est vachement bien vu de sa part. D'ailleurs, à un autre moment, beaucoup plus tard dans la série, quand Astor essaiera de s'évader de la grande maison dont je vous reparlerai plus tard, sur instruction de sa sœur, cette fois il essaie de s'évader pour aller demander de l'aide, et il utilise le même stratagème, c'est-à-dire qu'il se met dans un sac poubelle et il passe non loin des gens en s'imaginant qu'on va pas le voir, puisque lui ne voit pas. Et d'ailleurs, quand il va chercher la canette, il trébuche sur une branche, évidemment, puisque il ne voit pas où il met les pieds. C'est la rançon du fantasme. Quand on ne veut pas voir, on se casse la gueule. Quand on ne veut pas voir la réalité. Et quand on ne veut pas voir ce que maman n'a pas voulu que je voie, l'extérieur d'elle-même. Donc il se rend lui-même aveugle, et là il y a certainement une correspondance avec le fait qu'Oedipe se crève les yeux le jour où il apprend qu'il a couché avec sa mère et qu'il a tué son père.
Il ne voyait pas avant, il n'en avait pas confiance, il ne savait pas. Mais à partir du moment où il sait, il se crève les yeux comme s'il voulait continuer à ne pas voir. Et là, maman donne les instructions, l'extérieur, vous ne le voyez pas, vous restez avec moi. C'est une façon de se marier avec ses enfants. C'est une illustration du complexe d'Œdipe. Variante, film de science-fiction, pas si de science-fiction que ça, puisque Covid-19, mais science-fiction quand même, parce que là, ça pousse le bouchon un peu loin. C'est juste une caricature, hein, ça va un peu plus loin que ce que nous avons vécu. Voilà, maman dit, ne sortez pas de mon ventre, quelque part. C'est ça le complexe d'Œdipe. N'allez pas vous servir de vos phallus branches destinées à obtenir cette jouissance d'une canette de soda. C'est la métaphore du « je veux avoir du plaisir en dehors du ventre de maman ». Même si moi je rêve encore toutes les nuits que je cherche à y retourner, et effectivement, les enfants vont chercher à y retourner, mais en même temps, ils veulent vivre leur vie en dehors du ventre de maman. Et j'en viens à la deuxième transgression d'Anna. La première, c'était une transgression qui avait l'air de continuer les instructions surmoïques de sa mère à propos du cadavre. Mais la deuxième transgression, c'est que elle a 14 ans, et puis elle a rencontré un beau jeune homme de 17 ans, et elle a envie d'aller le voir. Et donc elle va le voir. Elle sort quand même des limites de la propriété. Ce jeune homme l'a aidé au départ à échapper à une bande de gamins qui essayaient de lui courir après. Je ne sais plus quel était le litige, si c'était pour une boîte de cornflakes ou un truc comme ça. Et bon, l'adolescent un peu plus âgé qu'elle l'a aidé à échapper à la bande des gamins. Donc c'est un sauveur, et en même temps c'est un beau jeune homme, donc il y a du désir. Et le beau jeune homme n'a encore pas la maladie, il est encore un peu jeune, et elle n'a pas la maladie, donc une idylle peut naître entre eux de manière transgressive. Effectivement, ça, c'était pas dans les plans de maman, c'était pas dans le cahier écrit soigneusement. Là, elle devient sujet, elle transgresse. Et quelque part, c'est toujours comme ça. Pour devenir sujet, il faut transgresser quelque part. La transgression de maman, parce que la transgression fondamentale de maman, c'est dire ne sortez pas de mon ventre. Je pousse un peu le bouchon de l'image, le bouchon de la métaphore de vous ne sortez pas de la propriété, vous ne sortez pas de mon ventre. Bien sûr, c'est pour vous protéger, mais en même temps, c'est vous empêcher de devenir sujet, c'est vous empêcher de naître, d'être autre chose que ce que je veux que vous soyez. Donc, ce que fait Anna, ce que fait Astor, chacun à sa manière. C'est en ce sens-là que vraiment cette série est absolument exemplaire. Alors, double transgression, dirais-je, d'Anna, parce que dans les instructions de maman, spécialement vis-à-vis d'Anna, il y avait tu t'occuperas de ton petit frère, c'est toi qui es la responsable maintenant. Combien de mères font ça, confier spécialement une grande sœur. Des grandes frères, beaucoup moins. Ça arrive aussi, mais beaucoup moins. Par contre, les grandes sœurs, c'est tout naturel, c'est des filles, donc elles sont là pour s'occuper des enfants. C'est comme ça. Je dis pas que ça peut pas être autrement, au contraire. Mais il se trouve que la plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, les filles en conçoivent pas mal de rancœur. Ce que je comprends fort bien. Donc tu dois t'occuper de ton petit frère. Et on nous a montré, par quelques séquences, que la grande sœur en a vraiment rien à secouer de son petit frère. Tant que maman est là en particulier, c'est le rival,
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je n'avais pas terminé mon propos. Mais à partir du moment où maman a dit « il faut t'occuper du petit frère comme si tu étais sa maman », ça change tout. Parce que c'est plus un rival par rapport à maman. Maman n'est plus là. Moi-même, j'ai vécu ça. J'ai cru m'apercevoir que mes frères étaient moins agressifs avec moi à partir du moment où mes parents étaient morts. C'est-à-dire, j'avais passé 50 ans. Ça, des fois, ça prend vachement de temps. Mais effectivement, je les ai trouvés, en tout cas surtout le second, puisque le premier était mort, mais le survivant, en tout cas, s'est montré, semble-t-il, un peu moins agressif avec moi, une fois les parents morts. Bon, jusqu'à ce qu'un jour l'agressivité remonte très fort et que je décide de couper complètement les ponts avec lui parce que c'était allé trop loin. Sans doute c'était-il seulement, comment dirais-je, réfréné. Sans doute avait-il mis un surmoi comme dans le film les parents sont plus là, donc je dois jouer le rôle d'aîné, remplaçant les parents et non plus rival des parents. Mais ça suppose du refoulement, et des fois ça marche, et puis des fois ça pète. Chez moi, ça a pété. Et donc chez Anna, c'est le contraire, elle se sent investie d'une mission. La mission d'être maman à la place de maman qui a disparu. Et justement, quand elle revient de chez son ami, je crois que c'était Pietro, elle constate que Astor n'est plus là. Pourquoi Astor n'est plus là? Parce qu'il a été enlevé par une bande d'adolescents qui sont peinturlurés en blanc pour masquer vaguement les taches rouges de la maladie, donc on sait qu'ils sont mourants, hein, mais ils enlèvent des enfants. On verra plus tard pourquoi. Mais l'important là, c'est qu'il a disparu. Donc elle est paniquée parce que pour avoir voulu transgresser les indications de maman et être devenu sujet et avoir suivi sa pulsion sexuelle d'aller voir un beau jeune homme, eh bien, elle a laissé tomber le petit garçon qui a été enlevé. Horreur, malheur. Et à ce moment-là, elle n'a plus qu'une seule idée en tête, c'est partir pour le retrouver. Donc, il faut à nouveau transgresser les interdits de maman, c'est-à-dire à nouveau sortir de la propriété, mais pour accomplir les volontés de maman, c'est-à-dire s'occuper du petit frère. C'est un peu compliqué à vivre, mais on en est tous plus ou moins là, on a tous des contradictions à résoudre. Donc, constatant que Astor a été enlevé, Anna n'écoute donc que, je dirais, son cœur de fidélité à sa maman. Et la voilà partie sur les routes, nouvelle transgression, pour retrouver son frère, puisque ça, c'est une nouvelle preuve de fidélité. Vous voyez, la contradiction est toujours là. Il faut transgresser pour être fidèle à maman. Elle apprend qu'Astor a été enlevé par ses bleus, que ces bleus sont des bandes d'enfants, enfin d'enfants non, justement de jeunes gens qui arrivent à l'âge adulte, on va le comprendre petit à petit, qui sont tout bariolés de couleurs, enfin ils sont surtout blancs, un blanc qui essaie de dissimuler tant bien que mal les taches rouges qui sont le symptôme de la maladie, qu'on appelle la rouge d'ailleurs. Alors, il n'y aura pas d'explication de ce bleu de tout le film, mais moi, ça m'a interrogé. Pourquoi bleu ? Alors, ça fait bleu, blanc, rouge, hein, avec la maladie en rouge et sa dissimulation en blanc. C'est le drapeau français. Qu'est-ce que ça vient foutre en Italie, où le drapeau est vert, blanc, rouge ? Je me suis dit qu'il pouvait y avoir une référence cachée à la Révolution française. Je dis référence cachée, c'est bien entendu mon association. Ça ne veut pas dire qu'elle y est effectivement. Moi, ça m'y fait penser. Et pourquoi la Révolution française ? Parce que c'est un événement qui a eu un retentissement mondial.
Tout le monde connaît la Révolution française, dans le monde entier. J'ai voyagé un peu partout, tout le monde connaît ça, même pire que ça, tout le monde connaît la Marseillaise, plus ou moins. C'est vraiment l'espoir pour les peuples qui, en ces jours de 1789, a été répandu sur toute la terre. L'espoir d'être libéré du joug des tyrannies. Bon, on le sait, ça n'a fait qu'amener petit à petit une tyrannie encore plus atroce que celle du bon vieux roi Louis XVI. Je parle de la terreur, bien entendu. Néanmoins, je vois une comparaison possible, parce que le roi, il a toujours été considéré comme le père de la nation. Le couple royal, c'est les parents de toute la nation, que ce soit en France ou n'importe où. Et cette révolte du peuple contre le roi, qui a été jusqu'à tuer le couple parental, peut faire penser à la révolte à laquelle Anna est confrontée, à savoir transgresser les règlements imposés par maman, sachant que papa est déjà décédé. Il y a quelque chose comme une révolte, notamment quand elle va auprès du jeune homme, pas quand elle va chercher Astor, évidemment. Mais le bleu, blanc, rouge pourrait être synonyme de cette révolte, parce que d'une manière générale, c'est tous les enfants qui, là, peuvent accomplir une certaine révolte dans la mesure où tous les parents sont morts. Pas de leur fait, mais sachant que dans l'inconscient, il y a toujours eu quelque part une idée, non seulement de baiser avec papa et maman, mais de les tuer, tuer le rival pour pouvoir baiser la personne désirée, et inversement. Parce que c'est croisé l'Oedipe, hein. Il y a autant d'amour pour l'un que pour l'autre, et d'envie de tuer pour l'un que pour l'autre. Je veux dire autant d'amour et autant de haine en général, et puis dans chaque famille, après, il y a des différenciations qui se font, où plus particulièrement les garçons aiment leur mère et veulent tuer leur père, et plus particulièrement les filles, à l'inverse, veulent tuer leur mère pour coucher avec leur père. Bon, ça c'est un savoir que j'ai acquis à force d'expérience, à force de m'écouter moi-même et d'écouter des gens. Et ça me vient en association par rapport à la Révolution française. D'ailleurs, certains interprètes se sont dépêchés d'interpréter la Révolution de mai 68 en France un peu de la même façon. C'est la révolte des enfants contre les parents. Parce qu'il y avait là aussi une révolution sexuelle derrière. C'était pas qu'une révolution politique. Et si la révolution politique a été un échec, la révolution sexuelle, elle, a sacrément fait du travail. Alors pour certains, a fait du dégât, pour d'autres, a amené du progrès. Moi, je crois que ça a amené un peu des deux. C'est un changement dans la civilisation à laquelle personne ne s'attendait, et puis voilà, c'est arrivé. Donc on se retrouve un petit peu dans les canons de ce qui se passe dans cette série Anna, et autour de l'histoire d'Anna. Mais savez-vous pourquoi on emploie le mot bleu en français pour désigner une personne novice dans un domaine quelconque? On dit « Ah voilà, tiens, c'est un bleu ». Eh bien, ça vient justement de la Révolution française. C'est-à-dire que la République, une fois proclamée, les républicains ne voyaient pas l'armée française défiler avec le même uniforme que les soldats du roi, qui étaient en blanc. Ils ont donc décrété que les soldats de la République seraient en bleu. Mais le temps de confectionner tous les uniformes, ça ne s'est pas fait en un jour. Eh bien, les uniformes bleus arrivaient au compte-gouttes et on les donnait aux jeunes, évidemment. Les vieux usaient leurs vieux uniformes blancs. Et donc les blancs disaient « Tiens, voilà un bleu », pour parler d'un nouveau. Et les bleus, ce sont les enfants. Ce sont toujours les nouveaux dans tous les domaines.
Donc il y a peut-être quelque chose comme ça dans cette histoire. Enfin, moi, j'y vois ça. Ils sont bleus et ensuite ils deviennent rouges quand ils deviennent adultes et blancs pour dissimuler le rouge qui fait qu'ils ne sont plus bleus. L'histoire des couleurs. Lorsque le personnage qui vient à ce moment-là dans l'histoire supplanter la primauté d'Anna dans notre intérêt, c'est Angelica. C'est une jeune fille qui va profiter du chaos engendré par la mort des adultes pour inventer une espèce de tribu moderne où dans le château de ses parents, parce qu'elle est issue d'une famille très riche, elle reçoit des centaines d'enfants dont elle se veut la mère quelque part, et les enfants nouvellement arrivés doivent subir un processus d'initiation. Ils passent d'abord dans une bassine de peinture blanche et puis ensuite dans une bassine de peinture bleue où elle-même, Angelica, trône, vêtue seulement d'une parure de plumes d'Indiens d'Amérique. Comme les enfants qui jouent aux cow-boys et aux Indiens, elle rétablit une espèce de rite primitif, comme chez les Indiens, mais chez tous les peuples primitifs où il y a des rites plus ou moins cruels et plus ou moins spectaculaires pour faire passer les enfants, notamment les garçons, de l'enfance à l'âge adulte. Donc c'est ce qu'elle fait subir aux enfants à l'entrée du club. Elle trône dans la baignoire bleue, elle est donc toute bleue, et les enfants deviennent bleus en passant dans le même bain qu'elle. C'est-à-dire on a tous la même couleur, les enfants. Et en même temps, ce bain, moi je l'entends comme un liquide amniotique. C'est une façon pour elle de se vouloir la mère de tous ses enfants, de tous ces bleus, qui sont donc bleus, qui sont enfantants, qui sont bleus, et qui est un symbole donc de toutes ces mères qui veulent garder les enfants enfants. Je connais pas toutes les mères, excusez-moi, mais c'est un petit peu un fantasme qui traîne chez toutes les mères de garder les enfants enfants. Parce que quand ils sont enfants, les enfants, ils aiment les mères, mais totalement, et sans retenue. Alors qu'on l'a vu, dès qu'ils grandissent, ils peuvent s'intéresser à quelqu'un d'autre. Et là, maman est un peu déçue, c'est un peu comme si les enfants la trompaient. Et il y a toujours cette ambiguïté chez une mère, avec toutes les nuances qu'on voudra, entre laisser les enfants partir ou vouloir garder les enfants bleus. Et il se trouve que le cahier dans lequel maman a écrit tous ses préceptes vitaux a une couverture bleue. Parce que si on reste toute la vie à lire le cahier des parents pour appliquer exactement ce qu'ils ont demandé qu'on fasse, on ne devient jamais grand, on ne devient jamais sujet, même si on devient grand au sens d'être normal, d'avoir un petit boulot, celui que papa voulait, celui que maman voulait, de s'être marié, d'avoir fait des enfants comme papa et maman voulaient, sans avoir jamais dépassé, transgressé, quoi que ce soit. Et des fois ça rend fou d'être dans cette prison. L'une des raisons données par la mère à Anna pour s'occuper de son petit frère, c'est tu dois lui apprendre à lire pour que lui aussi il puisse lire le cahier des instructions de maman. Attention, il faut que personne n'échappe. Avec encore une fois cette ambivalence formidable, outil de libération, mais en même temps, outil d'emprisonnement. Dans son périple, Anna croise une paire de jumeaux qui sont riches dans ce monde où il n'y a plus d'adultes parce que leurs parents étaient épiciers. C'est ce qui se passe je pense aux périodes de guerre, aux périodes de l'occupation, où les épiciers étaient les rois quelque part parce qu'ils savaient où se fournir et ils avaient le marché noir. C'était là où on trouvait à manger.
Et du coup, ils avaient une importance fantastique. Eh bien voilà, voilà les fils des épiciers. Ils ont un entrepôt avec tout ce qu'il leur faut. Ils n'ont pas besoin d'aller courir, battre la campagne et les villes en ruine pour trouver des restes de nourriture. Ils ont tout à la maison. Alors l'un des jumeaux chope la maladie et meurt, et l'autre reste là. Silence, ça n'existe pas. Silence. Permettez-moi de m'immiscer entre moi et moi-même, cette unité qui vient de me venir au montage, qui ne m'était pas venue quand j'ai réalisé cet enregistrement, c'est qu'il y en a un mort et un vivant. D'où le titre que j'ai trouvé après coup à ce chapitre, c'est-à-dire un chat de Schrödinger humain. Ces deux jumeaux, alors il y a Amanati a trouvé ce stratagème, c'est pas le même personnage qui est à la fois mort et vivant, mais c'est le jumeau qui est mort et il y a le jumeau qui est vivant. Et qui nous indique que rien ne fonctionne en ce bas monde, qu'il ne fonctionne par le biais de la représentation. Et la représentation, c'est ça. C'est-à-dire que même si une personne est absente, je m'en souviens. J'ai son image, j'ai sa représentation dans la tête. J'ai le souvenir de tout ce qu'elle a dit dans ma tête. Et elle est absente, mais elle est présente quelque part. Et on pourrait dire que c'est une contradiction, un paradoxe, etc. Mais c'est le système totalement universel de la représentation. Et c'est pour ça que je fais toujours des relations avec la physique quantique, parce que c'est ce que Schrödinger essayait d'expliquer avec son chat, mais à propos des particules, qu'elles peuvent être dans deux états superposés. Si l'état d'une particule, ça peut être A ou ça peut être B, alors A plus B est un état de la particule. Alors bien entendu, il n'y a pas de chat mort et vivant à la fois. Quand on ouvre la boîte, il y a un chat mort ou il y a un chat vivant. Et c'est un peu ce qui arrive dans le film, il y a un jumeau mort et un jumeau vivant. Mais comme ils sont jumeaux, il y a une confusion possible, d'autant qu'on les voit à un moment allongés tous les deux côte à côte, le jumeau vivant continuant à parler à son jumeau mort. Et c'est une métaphore de toute la série, puisque les enfants vivants savent que dès qu'ils deviendront adultes, ils vont mourir. Et plus largement, tous les adultes savent que lorsqu'ils deviendront vieux, ils vont mourir. Donc, toute cette dualité de la présence et de l'absence baigne le fonctionnement humain. À la base, il y a la distinction entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire ici il y a un phallus et là il n'y a pas. Le phallus peut être ou présent ou absent. Et c'est quand on ouvre la boîte, au moment de la naissance, qu'on s'aperçoit que c'est un garçon ou c'est une fille. Mais ça n'empêche pas que dans la tête, c'est-à-dire comme dans le monde subatomique, dans la tête, je suis un garçon, mais je pourrais être une fille, je suis une fille, mais je pourrais être un garçon. Ça ne nous quitte pas. Je suis vivant, mais je pourrais être mort. Ça ne nous quitte pas, ça non plus. Silence, ça n'existe pas. Silence. Alors l'un des jumeaux chope la maladie et meurt, et l'autre reste là et kidnappe Anna lorsqu'elle vient lui demander son aide. Elle vient lui demander quoi ? Une carte de la Sicile, pour pouvoir s'orienter dans la recherche de son petit frère. Mais lui, le jeune homme, qui doit avoir lui aussi 14-15 ans, voit en Anna un objet sexuel, déjà, et comme les parents ne sont pas là pour empêcher, il va transgresser de ce côté-là, ça va être sa manière d'être sujet. Et comme il y avait une allusion des parents à une histoire de chien, il va jouer cette sexualité en faisant d'Anna une chienne. C'est-à-dire qu'il l'enferme dans une cage de chien, une grande cage de chien, quoi. Et il lui fait bien savoir qu'elle est un chien, il la promène en laisse, il lui demande d'être à quatre pattes, enfin, il la nourrit avec des croquettes.
Voilà. Je pense qu'il est trop jeune pour mettre sa sexualité en route comme le ferait un adulte ou un jeune garçon un peu plus âgé que lui. Il refait ce que sa mère aurait fait avec un chien. C'est ce que, si j'ai bien compris, là j'ai ma mémoire qui flanche un peu. Sa mère avait un chien ou quelque chose comme ça. Donc lui aussi s'identifie aux parents, comme il n'a pas de chien. Il retient Anna prisonnière pour faire le chien. J'avais quelques difficultés à comprendre ça au moment du visionnage de la série. Vous voyez, je vous ai dit la mémoire qui flanche. Je viens de me rendre compte avec ce que j'ai trouvé à propos des jumeaux et le chat de Schrödinger qui remplace le jumeau mort par une fille qui ne peut pas être l'égale du jumeau mort parce que ça serait admettre que quelqu'un qui n'a pas de couilles est comme son jumeau qui en a. Non, il faut la mépriser, il faut la rendre plus bactère, comme un chien, la mépriser absolument, justement parce qu'elle n'est pas le jumeau. C'est-à-dire, elle n'est pas lui-même. C'est ce qui nous arrive à tous. Et c'est ce qui arrive à des tas de machos et de machistes qui méprisent les femmes et les traitent mal. Pourquoi ? Parce qu'elles leur rappellent sans arrêt qu'ils pourraient être castrés. Hein ? Et c'est ceux dont ils se défendent en étant maltraitants à l'égard des femmes. Voilà le truc que j'avais pas compris et que je viens de comprendre. Et qui est une histoire du chat de Schrödinger aussi, puisque c'est cette histoire de il y a et il n'y a pas. Hein. Au tout début, quand Anna arrive et qu'elle négocie avec cet adolescent à travers les grilles du magasin, l'ado, avec un œil un peu égrillard, lui demande de soulever son pull pour voir ses seins. Elle se laisse faire, elle le fait parce que elle a besoin de cette carte, elle a la vision de son frère à aller chercher, donc pas de souci, elle fait, puis ça engagerait pas grand-chose de montrer ses seins à un garçon, mais c'est le truc, là, pas là aussi, s'il a envie de voir le gars, c'est parce que les seins sur un garçon, il n'y a pas. C'est toujours cette question de la présence-absence. C'est dans ce sens-là que le sein est phallique. Et excusez-moi, il n'y a pas d'adjectif pour dire que le phallus est scénique, en tout cas mis en scène de cette façon-là. Il y a aussi voilé, dévoilé, qui va avec le mort-vivant ou masculin, féminin, phallus, castration. N'existe pas. Et puis c'est le jeune homme, l'amoureux d'Anna, qui va finir par, venant lui aussi à la recherche d'Anna, tomber sur le jumeau qui reste, et c'est lui qui va la libérer de cette emprise. Mais après ils vont se séparer encore, parce que lui il voudra retourner dans sa cabane au bord du lac tranquille, elle il faut qu'elle aille chercher son petit frère. Donc, même si elle peut lui être reconnaissante de l'avoir libéré, non, il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est d'être, comme maman a dit, aller chercher le petit frère. Et le jumeau dont je viens de parler, lui aussi, quelque part, il a été, comme maman ou papa a dit, en se fabriquant un enfant chien. Un enfant objet sexuel chien. Voilà, c'était sa façon à lui. Il y a des gens qui diraient « ouais, c'était un gros pervers ». Moi, j'aime pas ça. Je n'emploie jamais ces mots. Je vois une situation, j'essaie de comprendre ce qui se passe. C'est pas sa nature, c'est pas une structure, la perversion. C'est la façon dont une certaine transmission s'est faite entre parents et enfants. Alors, le récit fonctionne, et c'est là où c'est très habile de la part du réalisateur, comme une sorte de tresse. Vous savez, une tresse, c'est divers brins, comme on fait avec des cheveux, des brins de cheveux, au moins 3, et on tresse les brins, et c'est comme ça que ça peut tenir ensemble. C'est comme un nœud, une tresse, mais c'est un nœud allongé, un nœud qui dure, en quelque sorte. Eh bien, la réalisation nous montre comme ça plusieurs histoires,
et nous montre plusieurs personnages qui vont entrer les uns après les autres dans l'histoire. Et le récit, comme ça, est entrelardé, un bout de l'histoire de l'un, un bout de l'histoire de l'autre, un bout de l'histoire d'un troisième, et ainsi de suite. Et ça fait une histoire qui se tient vachement bien. Et là, on commence à entrer dans l'histoire d'une très jeune fille, et on recommence au début quelque part, puisque ça se passe quand il y a encore des adultes, et que le monde est encore normal, il n'y a pas encore eu la maladie. Et on nous montre une fille qui joue dans un hangar ou une espèce de usine désaffectée, avec deux autres filles qui sont un peu plus petites, et une troisième qui est encore plus petite. Et cette fille, qui s'appelle Angelica, joue les patrons, elle joue les filles phalliques, je n'hésite pas à le dire. Elle a fondé un club, le club des blondes. Elles ne sont pas blondes. D'ailleurs, une des filles lui dit, mais on n'est pas blondes. Si, mais vous deviendrez, parce que c'est le club des blondes. Elle a un truc avec les blondes, bon, pourquoi pas. Elle l'aurait appelé le club des rhinocéros, ça aurait été pareil. Hein. Voilà. Maintenant, est-ce que les Italiens ont des histoires drôles sur les blondes aussi? Je n'en sais rien. Et après tout, je m'en fous, c'est pas bien grave. Mais ce qui est grave, c'est qu'elle joue comme ça au maître, à la fille phallique, la chef de clan. Déjà avant que tous les adultes ne soient morts. C'est très habile de la part du réalisateur, parce que ça nous montre, vous voyez, les enfants. Il n'y a pas besoin d'une catastrophe épidémique. Ils sont comme ça. Là aussi, on pourrait faire appel à... Ah ouais, c'était une grosse perverse, elle aussi. Si on veut, mais je ferai pas ça. Je constate juste... Voilà. Comment une fille... C'est peut-être juste sa façon de s'en sortir. J'ai trop entendu de femmes me parler de leur enfance de filles, où elles ont été humiliées, mises de côté, mises à l'écart, parce qu'elles étaient la fille, dans une famille où il y a au moins un garçon. L'inverse existe aussi, mais c'est très très rare. C'est-à-dire la mise en avant d'une fille contre le garçon. Je l'ai entendu une fois dans ma carrière. Tout le reste, la généralité, c'est vraiment ça. Même dans les familles libérales, avancées, féministes et tout ce que vous voudrez, il y a des lapsus qui échappent, il y a des petites choses qui échappent, qui fait que la fille, mais non, elle est en dessous. Voilà. Ça, c'est terrible. Ça me révolte, moi-même, quand j'entends ça. Mais elle me raconte tout ça. Ça, je l'entends dans mes séances d'analyse. Alors moi, je ne pouvais pas l'entendre dans ma famille avec 3 garçons. Donc je ne savais pas. Mais je l'entends. Je l'entends de la part de celle qui me parle. Et donc peut-être, cette fille, elle a trouvé ce système pour sortir de l'humiliation. J'en sais rien, mais pourquoi pas. En tout cas, elle fait le chef. Elle ne fait pas la chef de ZFE, elle fait le chef. Et faisant le chef, elle invente un rite d'initiation. Ça existe dans toutes les peuplades, ça existe encore dans la nôtre, puisque les religions ont inventé qui la confirmation, qui la bar mitzvah, qui... chez les peuplades indigènes en Amazonie, il y a toujours des rites d'initiation comme ça, au moment où il faut faire entrer les adolescents, surtout les garçons, dans le monde des adultes. Et où on invente des tortures inimaginables pour voir si les garçons sont des vrais hommes, c'est-à-dire qu'ils sont capables de supporter la douleur. Par exemple, je pense à une peuplade d'Amazonie où on enferme le garçon dans une fourmilière et il doit subir les piqûres des fourmis, comme ça, pendant 24 heures, je crois. Il n'a pas le droit de se plaindre, sinon c'est pas un homme. Moi, je considère que c'est des conneries, hein, comme tous les rites de ce genre. Et les bandes dans les banlieues, les bandes d'ados qui s'emmerdent, ils s'inventent aussi comme ça des rites de passage, avec éventuellement
des trucs de drogue, t'es érigé le surveillant, tu regardes si les flics arrivent pas pendant que nous on fait le deal, des trucs où voilà, on t'initie un peu, après tu serais initié mieux, et tous les trucs d'initié, moi ça me gonfle d'une manière générale, même si je vois bien que la société a besoin de ces rites-là, et c'est si les rites anciens venus des religions en voie de périclitation sont de moins en moins actuels, eh bien, il y a quand même de nouveaux rites que les adolescents eux-mêmes mettent en place. Donc, cette Angélica, qui n'a d'angélique que le nom, elle est plutôt diabolique, elle indique à la petite fille, si tu veux faire partie de mon clan, le clan des blondes, eh bien, tu sautes dans le vide là et tu attrapes la corde. Alors la petite fille, elle n'a pas envie, quoi. Elle voit bien qu'il y a au moins 2 ou 3 étages de vide. C'est vachement dangereux, quoi, un rite d'initiation pareil. C'est de la connerie. La petite fille, elle s'en rend très bien compte. Donc plusieurs fois, elle essaie de s'en aller, mais l'Angélica la ramène. Non. Comment ? Mais tu ne veux pas faire partie de mon club, le club des blondes. Alors là, c'est moi qui vais le dire. Tu n'as donc pas de couilles ? Parce que c'est ça ce qu'il s'agit de vérifier. Et c'est ça qui m'intéresse dans l'histoire. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que c'est ça qu'il s'agit de faire. Elle veut faire un club, les blondes, c'est le club des filles-garçons, en fait. Des filles qui ont surmonté leur handicap d'être une fille pour devenir des garçons, des filles qui en ont. Alors elles affrontent le vide. C'est quoi le vide ? Eh bien, c'est justement le vide qu'elles ont entre les jambes. Il faut attraper la corde, c'est-à-dire le phallus, qui nous sauve du vide, c'est-à-dire de la chute. Elle a inventé ce rite-là. Voilà. Alors finalement, la petite fille se décide, ok, elle court pour prendre son élan, elle saute, elle attrape la corde, très bien, mais la corde était attachée à rien et elle s'écrase 3 étages plus bas. Ça émeut absolument pas Angélica. Les 2 autres filles, peut-être, on ne sait pas. Mais voilà, ça se passe avant que tous les adultes soient morts. Donc les conneries, elle est capable de les faire bien avant. Et on a entendu parler de ces conneries-là que certains adolescents ont fait en allant trop loin dans une espèce de rite d'initiation à la mort moelle-neu qu'ils ont inventé à la fois pour refaire une loi qui transgresse la loi des parents, mais qui redevient une espèce de loi. Si tu veux être des nôtres, tu dois faire comme cela. Voilà. Et une fois les parents disparus, cette Angélica, elle va refaire le coup du club. Visiblement, ses parents sont très riches. Elle dispose d'un presque château avec un immense parc et certainement des réserves de nourriture. Et elle attire là plein de gamins qui sont déboussolés. Il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus de parents. Et elle se présente comme un parent. C'est-à-dire comme Anna. Quelque part, c'est l'alter ego diabolique de là où Anna est angélique. Elle veut, vous voyez, c'est le paradoxe. Alors que c'est Angélique qui s'appelle Angélique. Et Anna qui s'appelle pas diabolique, mais Anna. Voilà, ces 2 personnages vont tisser l'essentiel de la tresse qui va suivre. Avec, en 3e terme, disons, les enfants. Avec Astor, l'enfant, comme principale mèche de cette tresse de cheveux. Qu'est-ce qu'elle veut faire de tous ces enfants, Angélica ? Moi j'ai dans l'idée, c'est mon interprétation, que elle aussi, elle s'identifie à une mère. Alors c'est bien d'être une fille qui a des couilles, mais elle sait très bien que finalement elle n'en a pas. Par contre, elle peut attirer plein d'enfants à elle, comme chef de clan, où elle sera effectivement à la fois le père, elle est le chef, avec des couilles, et la mère, sous son aile, tous mes petits-enfants. C'est une façon.
Et les enfants déboussolés qui cherchent un père, une mère, une direction, viennent et l'écoutent et la promeuvent comme dictateur vraiment de leur petite communauté. Parce que, comme l'a très bien dit le poète de la Renaissance, il y a une servitude volontaire. On vient chercher à servir. Parce que quand même, ça nous donne notre identité en retour. Il est le parent, je suis l'enfant, j'obtiens une protection en échange de ma complète soumission. C'est l'envers du complexe d'Oedipe qui veut tuer père et mère. Là, c'est le complexe d'Oedipe qui veut une mère et un père. Dans la même personne, Angelica. Juste après la mort des adultes, les enfants viennent trouver Angelica dans son château. Angelica qui est encore pas bien grande, genre 14 ans. Et viennent-ils là pour lui faire payer le fait de la mort de la petite fille? Je ne sais pas. C'est une hypothèse. Ou viennent-ils là parce qu'elle a déjà un ascendant sur tous ces gens? Je ne sais pas. Et il semblerait qu'ils lui font payer, si l'hypothèse est juste, la mort de la petite fille en la couvrant de peinture bleue. Quelque chose que je tiens d'une interprétation de mon amie Christine Dornier, qui dit c'est comme le goudron et les plumes dans le Far West américain. Vous savez, le joueur de poker qui a triché, on en voit tout le temps, tout le monde a vu ça dans Lucky Luke, on le couvre de goudron et de plumes, histoire de dire c'est un vautour. Mais elle non, c'est de la peinture bleue. D'où on retrouve la signification de tous les bleus que je vous ai racontés précédemment. Et Angelica en est couverte de ce bleu. C'est-à-dire de ce quoi? De ce rester enfant. Et c'est elle qui, paradoxalement, va devenir la mère, père de tous ses enfants, en étant la première complètement bleue. Non, j'ai pas fait allusion au Schtroumpf, parce que ça, franchement, ça m'était pas venu jusqu'à présent. Et je crois pas que ça marche, là. L'idée qui m'était venue à moi, autre interprétation, c'est que dans sa folie des rites d'initiation, elle se fait initier elle-même à son propre club, le club des Bleus, en étant elle-même couverte de peinture bleue. Dans son palais surréaliste, là, Angelica, elle a fait installer un immense totem devant son château, fait avec des os, des ossements, des chiffons, des vieux trucs, mais spécialement des ossements. On suppose donc que c'est les ossements des adultes, et donc ça fait un totem, comme dans les peuplades primitives, qui veille en quelque sorte comme une espèce d'adulte tutélaire mort. C'est ça le totem dans les tribus primitives. Le totem qui va vers le symbole de la loi de cette communauté. Une loi mortifère. Parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a que le bon plaisir d'Angelica. On en revient à avant la Révolution, il n'y a que le bon plaisir du roi. Tel est mon bon plaisir. C'est comme ça que le roi signait ses décrets avant la Révolution. Et il fallait qu'il y en ait au moins un qui échappe à la loi, c'était le roi lui-même, celui qui fait la loi. Donc, Angelica reproduit ce truc-là. Donc, comme elle s'ennuie,
elle envoie chercher des enfants partout, c'est comme ça que Astor a été enlevé, pour qu'il y en ait de plus en plus, qu'elle ait de plus en plus d'enfants, parce que quand il y en a un peu, ça suffit pas, il faut toujours plus. C'est comme du phallus, quand il y en a un peu, il en faut toujours plus. Il n'y a jamais assez. Et on voit les enfants se presser à la grille du château, qui brandissant une boîte de céréales, qui une boîte de petits pois, comme prix de son entrée dans ce merveilleux château qui se reconstitue en quelque sorte une famille. Et elle s'ennuie, et quand il y a des nouveaux arrivants, elle leur demande de la distraire. Voilà. Donc Anna, qui a réussi à se faufiler pour chercher son frère, évidemment, on lui demande de danser pour la reine, n'est-ce pas? Donc on l'affuble comme si elle était une femme avec des hauts talons, un petit haut hérésie, voilà, et il faut qu'elle danse pour la reine. Et Anna, qui se laisse pas faire, elle est sujet, elle, visiblement, elle répond « Je ne danse pas, mais je sais chanter ». Et c'est comme ça qu'elle séduit en quelque sorte la reine et elle devient une espèce de privilégiée. Bon, elle y échappe, elle peut être inclue, donc, et ça lui permet de chercher Astor parmi tous ses enfants. Et qu'est-ce qu'elle trouve? Ah, j'ai oublié de dire. Quand quelqu'un chargé de la distraire, Angelica, ne la distrait pas, elle la passe par la fenêtre. C'est-à-dire qu'elle reproduit ce qu'elle avait fait avant l'épidémie, c'est-à-dire passer les gens par un trou pour qu'ils tombent. C'est métaphore du phallus qui tombe, métaphore de la naissance. Elle refait ça sans arrêt, symboliquement, pour refaire quelque chose de la naissance, en tuant des gens. Elle les met au monde. Et c'est un peu comme la mer, on est toujours sur le même signe, sous le signe de cette même métaphore, le cadavre de la mère tiré à l'extérieur. Angelica, elle jette les gens par la fenêtre, elle les met à l'extérieur. Ah oui, ils naissent comme ça, elle fait naître par la fenêtre. Et ça marche pas en italien, et c'est pour ça que c'est idiot les jeux de mots à la Lacan. Mais ça marche au niveau de l'image. Un corps qui passe par un trou. Et ça reproduit donc ce qu'elle avait fait avec la petite fille. Attraper la corde, mais la rater et se casser la gueule à l'intérieur. Puisqu'elle ne peut pas mettre au monde, Angelica, des enfants, parce qu'elle n'est pas adulte, et apparemment, c'est pas son truc de fricoter avec des mecs, puisque de toute façon, quand on fricote, on est adulte, et quand on est adulte, on a la maladie et on meurt. Donc il n'y a pas d'échappatoire de ce côté-là. Et donc j'en viens à Katia. Katia, c'est donc cet autre brin où on nous raconte là aussi le début de son histoire, avant, quand il y avait encore des adultes. Et c'est une fille qui vit recluse, elle ne sort jamais. Déjà avant, quand il y avait encore des adultes, pas d'épidémie. Elle ne sort jamais et elle est modiste. Elle coud des robes, elle crée des robes. Et une fille de la haute a eu vent de son talent et lui commande sa robe de mariage. Et elle est tellement enthousiaste de sa robe de mariage, parce que c'est vrai que Katia a du talent, qu'elle veut l'amener dans les hautes sphères de la société italienne, lui faire rencontrer les grands couturiers, les grands artistes, etc. Mais arrive la pandémie. Donc ça n'a pas lieu. Et voilà que Katia aboutit dans la communauté des enfants d'Angelica, dans son château. Et Katia est adulte à ce moment-là. Et elle n'a pas la maladie. Elle devient donc quelque part le totem vivant, il y a le totem mort, fait d'ossements, dont je vous ai parlé, et quelque part elle devient le totem vivant de la communauté, c'est-à-dire la personne sacrée, la seule adulte qui n'a pas succombé à la maladie. Pourquoi ? Un jour, quelqu'un lui pose, je crois que c'est Anna tout simplement, qui lui pose la question, « Mais pourquoi n'as-tu pas eu la maladie, tu es adulte ?» Et elle répond tout simplement, « Parce que je suis
hermaphrodite. Et on retrouve une incarnation vivante de tout ce que je vous ai dit auparavant. La fille qui veut avoir des couilles, la fille qui veut faire un clan de filles qui ont des couilles, et qui en même temps veut avoir plein d'enfants pour compenser son manque de couilles. Et là, on a une fille qui en a. Et c'était pour ça qu'elle vivait en recluse, parce qu'elle pensait que, modestement, une fille comme elle qui a un zizi, pour elle, les relations amoureuses, ça peut pas exister. Elle ne peut que vivre chichement sa petite vie en cousant des robes pour les gens riches, et puis c'est tout. Et puis il y a eu l'épidémie, et elle devient le totem de cette société. Et on raconte, dans la communauté des enfants, que un simple baiser de cet adulte qui n'a pas la maladie empêche d'attraper la maladie. C'est le fantasme de la vaccination. Bon, mais bien évidemment, ça ne marche pas, parce que là, ce n'est qu'un fantasme, ce n'est pas une vraie vaccination. Mais ça marche quand même, parce que les enfants ont besoin d'espoir. Ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose. Donc on la garde, cet adulte, mais comme Angelica, qui y croyait au départ, s'aperçoit que ça ne marche pas, elle décide de faire une grande fête, au cours de laquelle il y aura un grand bûcher, et on va la brûler. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words. Donc on va brûler cet adulte, cet hermaphrodite, en supposant que ça va guérir tout le monde. Angelica a l'idée qu'on va manger ses cendres, tous les enfants vont manger ses cendres, et que ça va faire vaccination. Bon, ça n'a rien à voir avec une vraie vaccination, bien entendu, c'est du fantasme. C'est comme manger autrefois dans les bûchers sacrificiels, on mangeait la viande des animaux sacrifiés, et auparavant encore, on mangeait la viande des hommes sacrifiés, ou des jeunes filles sacrifiées aux dieux. On revient donc à non seulement à une régression vers l'enfance, mais à une régression vers l'enfance de l'humanité. Mais on sacrifie quoi ici? Une hermaphrodite. Parce que, j'en dirai quelques mots un peu plus loin, la rouge, la maladie, n'a pas atteint cette hermaphrodite. C'est donc qu'elle possède en elle-même le médicament. Ou le vaccin, ou ce qu'il faut pour éviter la maladie. Donc en se l'incorporant, on va incorporer sa qualité de résistante à la maladie. Mais pourquoi est-elle résistante? Parce qu'elle est hermaphrodite. Eh bien parce que l'hermaphrodisme nie la différence sexuelle. Parce qu'il n'y a pas de castration. Et la castration, c'est la maladie, c'est la rouge, c'est le sang. Et manger celle qui dénie la castration parce que c'est une femme et parce qu'elle a un zizi, eh bien, c'est une façon de s'approprier aussi un zizi pour les filles et de se défendre contre la castration pour les garçons, de façon à éviter la maladie. On a vu que la première problématique, c'était sortir ou rester dans le ventre de maman, ce que j'appelle l'Oedipe archaïque, c'est-à-dire avoir une relation avec elle ou pas. Rester dans ses préceptes écrits dans le cahier bleu ou pas. Et que la première transgression, c'était de la part d'Anna,
c'était d'aller retrouver un jeune homme. C'est-à-dire, dès qu'on sort de l'enceinte de maman enceinte, de son ventre, eh bien, on se retrouve sexué. Et donc, dans un rapport à l'autre sexe, quel que soit ce rapport. Il se trouve que pour elle, c'est un rapport hétéro. Et puisqu'on rencontre l'autre sexe, c'est qu'on devient adulte, donc c'est qu'on va rencontrer la rouge, c'est-à-dire la maladie de la castration. Puisque dans l'imaginaire inconscient, le sexe, c'est la castration. Et donc, c'est ce qui explique que l'hermaphrodite échappe à la maladie. Puisque c'est une femme, mais elle n'est pas castrée. Elle représente donc l'idéal pour tout le monde, hein, et donc pour ces enfants dans ce film qui est situé dans une espèce de non-lieu apocalyptique. Ce non-lieu apocalyptique, c'est tout simplement notre inconscient. Hein, c'est de ça que ça nous cause, pas d'une science-fiction complètement éthérée. Hein, c'est tout à fait réaliste, c'est le réalisme de l'imaginaire humain. Et donc j'ai dit que Anna faisait alliance avec Katia, l'hermaphrodite, en lui disant qu'elle a appris qu'elle allait être brûlée pour être mangée par tous les autres comme médicament contre la rouge. Effectivement, Katia n'a pas très envie d'être brûlée et mangée, donc toutes les deux tuent Angelica. Autrement dit, le côté sombre d'Anna, le côté sombre de tout le monde, quoi. Et le résultat va être que Anna va partir rejoindre son Pietro, c'est-à-dire sortir du ventre de maman, ce deuxième ventre de maman que Angelica a réalisé, pour aller, encore une fois, retrouver son amoureux, donc se retrouver sexué. Et de notre côté, tous les enfants vont rester dans le château vide d'Angelica, mais plein de Katia. Katia reprend le leadership, et c'est une image tout à fait symbolique. Elle prend les enfants sous son aile comme ça. Elle ouvre grand ses bras et les enfants viennent se réfugier les uns après les autres dans ses bras. C'est-à-dire que c'est un petit peu la même chose que si elle avait été brûlée et mangée, mais c'est elle qui va, comme maman, donner à manger. Mais pas son corps. Elle va donner à manger symboliquement. On peut supposer qu'elle va faire une mère un peu plus humaine pour cette communauté d'enfants. Est-ce que ça veut dire que ça va les guérir? Nous n'en savons rien. Le réalisateur laisse la chose à notre imagination, et on n'en a pas besoin, puisque de toute façon, là, la messe est dite. Le message est passé sur ce qu'est l'inconscient. D'un côté, l'inconscient sort du ventre de maman quand on est suffisamment grand pour aller vers l'autre sexe, et d'un autre côté, tant qu'on est trop petit, on reste avec maman, et qui s'occupe de vous, dans une relation qui n'est pas exempte de sexuel. Hein. Je l'ai assez vu dans mes propres rêves avec ma mère, mais qui, justement, mobilise la libido entre maman et enfant jusqu'à ce qu'un jour, éventuellement, la libido puisse se mobiliser ailleurs. Alors elle le retrouve, son Pietro. Elle le retrouve, mais c'est trop tard. Il a grandi et il a chopé la rouge. Donc il sait qu'il va mourir. Et il veut, avant de mourir, voir le Vésuve. Pourquoi? Parce que, dit-il, on lui a dit que les âmes des morts passent par le Vésuve pour aller dans le séjour des morts. Et veut voir ça, le défilé des âmes qui rentrent dans le cratère du Vésuve. Chacun croit à ce qu'il veut, hein. Pourquoi pas? Ça ressemble quelque part à l'enfer de Dante. On est en Italie, la patrie de Dante, donc c'est peut-être de ça dont il s'agit. Enfin, c'est peut-être là où il y a une allusion que glisse l'auteur. Anna accompagne Pietro dans un périple en scooter jusqu'au Vésuve pour voir ce défilé des âmes. Alors, on a vu
le déni de la castration comme réparateur de la maladie. Et là, c'est le déni de la mort comme réparateur de la mort. C'est assez parallèle. C'est la croyance aux âmes, au fait qu'il n'y a pas de mort finalement, c'est juste une seconde vie, l'âme se sépare du corps, etc. Ben, c'est tout à fait semblable. Moi, ça me semble calqué sur cette histoire du zizi qui s'en va et dont il reste une âme entre les jambes des filles. C'est-à-dire le fait qu'elles le souhaitent. Et il reste l'âme, c'est cette fois écrit sans apostrophe, L-A-M-E, entre les jambes des garçons, parce qu'ils craignent aussi ce fantôme de la castration, qui est le phallus est vivant, mais il pourrait être mort. Vous voyez qu'il y a un petit peu un parallèle entre les deux croyances et les deux dénis. Déni de la castration et déni de la mort. Et Anna l'accompagne parce que les dernières volontés d'un mourant, après tout. Et là, elle n'hésite pas. Elle laisse tomber Astor à nouveau pendant un moment parce qu'elle se dit que ça ne va pas durer longtemps, l'agonie de Pietro. Et à nouveau arrive un incident très intéressant. Voilà des jeunes adultes malades avec des taches rouges partout qui bloquent l'accès au Vésuve, ils bloquent la route, comme ça, par jeu, en disant on laisse passer seulement qui on veut. Alors ils laissent passer la fille, parce qu'elle est mignonne, ils le disent carrément, c'est comme ça. Mais le mec, parce que c'est un mec, non, ils ne veulent pas le laisser passer, sauf à lui enfermer la tête en lui mettant sur la tête un arrosoir renversé. Un vieil arrosoir tout rouillé, mais qui bloque derrière avec un cadenas de façon qu'il ne puisse plus l'enlever. Et c'est assez extraordinaire parce que ça lui fait un nez comme ça, l'arrosoir renversé. C'est-à-dire qu'il porte son zizi au milieu de la figure. C'est encore une clé de l'histoire. Mais c'est un zizi de ferraille, c'est un semblant. Ça ne l'empêche pas de mourir, contrairement à Katia qui a un vrai zizi et ça l'empêche de mourir. Ça empêche effectivement la castration. Ça marche comme ça dans le fantasme. Et donc, en vue du cratère du Vésuve, Anna le soutient comme elle peut, puisqu'il commence à être très défaillant, et il a son arrosoir sur la tête, ça aide pas. Et vois-tu le défilé des âmes? Ah ben non. Il y a encore une désillusion. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc sans doute qu'il y a castration quand même. Donc Pietro est mort, mais du Vésuve, elle était en altitude, elle a vu la côte italienne au-delà de la Sicile. Et elle dit, on va à Astor, elle retrouve son frère, on va aller en Italie. Pourquoi ? Peut-être qu'ils ont trouvé un remède, peut-être que l'épidémie est finie là-bas, peut-être qu'elle a besoin d'espoir. Et elle entraîne son frère en pédalo à la traversée du détroit de Messine. Là, je vous raconte tout ça par le menu, parce que là, il y a un incident fondamental. Au moment d'embarquer, un peu après l'embarquement dans le pédalo, il passe une nuit dans le pédalo, et pendant que Anna dort encore, Astor cherche de l'eau, il fait soif, il n'y a que de l'eau de mer, et dans ses recherches, il trouve le cahier, et il fait un geste malencontreux, le cahier tombe à la mer. Le cahier de maman où il y a toutes les instructions. Là, il y a naissance. Quand Anna se réveille, il dit à Astor, le cahier est tombé à l'eau, pas pu le récupérer. Et Anna dit tout simplement, t'inquiète pas, on en écrira un autre. Là, elle devient sujet. Et elle permet à Astor de devenir sujet. Ils vont écrire leur propre cahier, mais bien sûr, ils vont devenir sujets. Et ça se finit que leur pédalo échoue
sur un navire de forage, visiblement, puisqu'il y a un derrick au milieu. Alors soit c'est un derrick, soit c'est une antenne de radiodiffusion. En tout cas, c'est une espèce de navire qui a l'air fixe au milieu de l'océan. Et oui, Astor et Anna trouvent plein de nourriture, et surtout ils trouvent quoi? Une famille avec des adultes et des enfants. Et un bébé qui vient de naître. Ça se termine là-dessus. Comprenne qui pourra, comprenne ce qu'on veut. Alors soit c'est des gens qui sont restés complètement isolés au niveau de la mer, la pandémie les a pas atteints, mais Astor et Anna, qui sont porteurs du virus, même s'ils sont pas encore malades parce qu'ils sont petits, vont leur apporter le virus et ça va être foutu. Ou il y a eu on ne sait quel miracle qui fait que le virus a cessé d'être maléfique. C'est comme on voudra. Mais le virus, moi je crois que vous l'avoir assez démontré par mes interprétations, finalement, c'est ce qui gangrène l'humanité à la base, c'est le complexe d'Oedipe et c'est la castration. Faut encore que je vous raconte un truc, parce qu'il a son importance. À un moment où Anna a retrouvé Astor, elle a appris l'histoire du bûcher où devait être sacrifiée Katia. Elle enjoint Astor de s'évader pour aller chercher l'aide de Pietro. Et c'est là où ce que je vous ai raconté, que Astor essaie de se sauver déguisé en sac poubelle. Ça marche pas trop. Mais comme on les surprend à tenter de s'évader, ils sont amenés devant Angelica, devant le grand chef, quoi. Attention, trahison. Anna perd aussitôt son statut de personnage privilégié auprès d'Angelica et elle ordonne aux enfants de les poursuivre. C'est un jeu, quoi. Les poursuivre, bon, pour ensuite certainement les exécuter, quelque chose comme ça. Et Anna se réfugie dans une espèce de hangar encombré de tout un tas de vieilles saloperies. Et pendant qu'elle se cache là, pour éviter la meute des enfants qui la poursuit, elle se fait piquer par un serpent. Et là, complètement désemparée, elle comprend qu'elle n'a plus besoin de se cacher. Parce que la piqûre d'un serpent, c'est mortel. C'est-à-dire ça se passe comme au paradis terrestre. Le serpent vient piquer Anna, nouvelle Ève. Et donc les enfants la font prisonnière et elle s'évanouit sous l'emprise du venin. Et elle se réveille dans un lit attaché avec la main gonflée par le venin. Et il y a des pointillés qui lui ont été tracés sur le bras, à marquer découpé selon le pointillé. On va lui couper le bras, puisque pour éviter le venin de l'envahir tout entière. Je ne sais pas si vous imaginez, moi ça a été pour moi la terreur absolue quand je suis arrivé à ce moment. Vous vous réveillez, je me suis senti à sa place. Je me réveille, il y a marqué là découpé selon le pointillé, et il y a des enfants qui arrivent en brandissant une scie. Argue. C'est la réalisation métaphorique de la castration. On va couper un membre. Est-ce que vous vous imaginez avec un membre en moins? C'est terrible. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est absolument terrible, cette image. Voilà, moi, je me suis dit, en regardant la série, non, mais ils vont pas vraiment le faire. Non, mais elle va y échapper. Non, mais il va se passer quelque chose. Je voulais pas. Résultat, un matin, elle se réveille, on lui a fait une anesthésie, c'est Katia qui lui a fait l'anesthésie, et on lui a coupé le bras. La métaphore est transparente, c'est bien le sujet fondamental de la série, c'est la castration. C'est Katia qui lui a fait l'anesthésie, elle n'est pas castrée. Hein? Et c'est à elles deux qu'elles vont tuer Angelica. Être une fille, dans cette série, c'est quelque part perché entre avoir un phallus, c'est-à-dire être un garçon, ou avoir plein d'enfants, c'est-à-dire être une maman. C'est comme si
Beauvoir avait écrit « On ne naît pas femme, on le devient ». Elle a bien raison, mais c'est pareil pour les mecs. On ne naît pas mec, on le devient. Pareil. On ne naît pas sujet, on est phallus de la mer. Et objet de toutes les attentions de la mer, on l'a vu avec le cahier, et donc phallus de la mer. Et on doit devenir sujet. C'est-à-dire on doit naître à chaque réveil, chaque matin, tout au long de la vie. C'est une renaissance. D'autant que dans les rêves, qu'est-ce qu'on fait? On revient dans le ventre de maman. En tout cas, c'est ce qui m'arrive. Et donc au réveil, c'est à chaque fois pour moi une nouvelle naissance. Cet élément fondamental, j'ai failli oublier de vous en parler, tellement le refoulement fonctionne chez moi aussi. Cet épisode-là, j'ai voulu l'oublier quelque part, parce que c'est vraiment atroce. C'est vraiment mettre en scène, dans la chair, dans le corps réel de quelqu'un, la castration. C'est insupportable. Moi, j'ai difficilement supporté. Mais bon, j'ai quand même suffisamment analysé mes rêves pour pouvoir surmonter un peu le refoulement, et le souvenir m'est venu in extremis avant de clore cet épisode, dernier épisode de l'histoire d'Anna. Juste après que tous les adultes soient morts, il y a un moment où Angelica se retrouve toute seule dans la grande maison de chez ses parents. Elle n'a pas encore fabriqué son club de tous les enfants de la planète là. Et on la voit un moment plongée dans la piscine. Et au fond de la piscine, on ne sait pas pourquoi, il y a une voiture. C'est très beau. C'est une jolie image, complètement surréaliste, comme souvent dans le film il y en a. Et elle rentre dans la voiture, elle va chercher dans la boîte à gants, visiblement elle sait très bien où elle va et ce qu'elle va chercher, et elle en ressort une espèce de cylindre d'environ 30 cm, comme ça, et de diamètre d'une pièce de 2 € ou quelque chose comme ça aussi, et elle remonte ça à la surface. Et vous voyez, si on n'y prête pas garde, on se dit, c'est quoi? Parce que l'instant d'après, on la voit à l'intérieur de la maison en train de bouffer des chocolats. Alors vraisemblablement, on peut se dire, oui, elle est allée chercher une espèce de cylindre comme ça, qui était une boîte de chocolat cylindrique, les uns au-dessus des autres, comme ça. Pourquoi pas? Et puis quand même, moi, j'ai reconnu tout de suite un de mes fantasmes les plus récurrents, puisque je le trouve ça dans les rêves, régulièrement, c'est que je vais chercher, au fond du ventre de ma mère, le phallus que j'y ai oublié. Et cette espèce de cylindre est pour moi évidemment phallique. Et vous voyez dans cette image à quel point ça apparaît. Évidemment, c'est un truc qui dure une seconde, si on n'est pas très attentif, et si surtout on n'a pas exploré ses propres rêves, ça passe comme de rien, quoi. C'est une image comme une autre. Mais pour moi, j'ai trouvé assez fantastique de retrouver ce que je retrouve là, mon fantasme, mis en image de cette façon-là, qui indique que quand elle faisait sauter la petite fille dans le vide pour voir si elle a des couilles, ensuite tout ce qu'elle fait en jetant les gens par la fenêtre, je vous raconterai peut-être plus tard, c'est cet ordre, c'est-à-dire toujours être en recherche du phallus perdu ou oublié dans le ventre de maman, comme chez moi. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi dans l'histoire de Sun Wukong, que tous les Chinois connaissent. C'est une histoire qui a été écrite environ au XVe siècle et qui depuis est extrêmement populaire. Il y a eu des dizaines de dessins animés et de séries télé qui ont été faites à partir des aventures de Sun Wukong, le roi des singes. Il y a Manara qui a écrit l'histoire selon le scénario chinois, qui a fait sa propre histoire du roi des singes.
Et au début de cette histoire, le roi des singes va chercher son bâton magique au fond des océans. Il va le voler à l'empereur des mers. Vous voyez que c'est exactement le même truc. Et on le retrouve aussi au Vietnam, dans la légende du roi Lê, qui, cette fois, se fait donner l'épée avec laquelle il va chasser les Chinois du territoire vietnamien. L'épée lui est donnée par une tortue marine qui sort du lac d'Hanoï. Encore la même histoire. L'épée, le bâton magique, enfin, ce qui permet d'avoir une puissance, quoi. Je l'ai retrouvé aussi dans l'histoire de Lancelot du Lac. Lancelot du Lac, pourquoi ? Parce que c'est la dame du lac qui lui donne l'épée magique avec laquelle il va devenir... Non, c'est Arthur. Arthur retrouve, non pas au fond du lac, mais ça sort du fond du lac, tenu par une main. C'est extrêmement bien mis en scène par le film de Ridley Scott, il me semble. Ça, je peux me tromper, ma mémoire me joue peut-être des tours, où on voit cette épée sortir de l'eau, tenue par une main féminine. Évidemment, c'est la dame du lac qui lui fait don de l'épée par laquelle il va prouver qu'il est le roi Arthur. Encore une fois, la même histoire. Et enfin, même histoire encore, c'est celle d'Aquaman, une des productions blockbuster, vous savez, avec beaucoup de bagarres et de poursuites, etc., mais qui se passe cette fois au fond des océans, et où le héros, pour pouvoir triompher de ses ennemis, va chercher le trident magique, allusion à Neptune, qui est toujours avec un trident, au fin fond des mers, où on retrouve l'empereur des mers chinois, et c'est avec ce trident, à la fois comme symbole et comme véritable outil de force, qu'il va fédérer les armées sous-marines pour gagner la guerre. Vous voyez qu'à chaque fois, on retrouve la même histoire. Ce qui me fait penser que c'est vraiment un fantasme universel. Et que on n'est pas obligé de connaître ces histoires, elles sont quand même hyper populaires, et on ne voit pas toujours la résonance que ça pourrait avoir avec le fantasme de tout un chacun. Mais si ces histoires plaisent et si elles restent, je pense que c'est parce que ça fait résonner le fantasme inconscient de tout un chacun, celui que j'ai trouvé en moi-même, celui d'aller chercher le phallus dans le ventre de la mer. Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être une fille ou un garçon. Une fille va peut-être le chercher avec plus de, je sais pas moi, de constance, mais moi, depuis que j'étudie mes rêves, c'est un rêve qui revient régulièrement et qui ne passe pas, et qui me dit ça, quoi, que je vais chercher le phallus oublié dans le ventre de maman. Alors, la maladie s'appelle la rouge. Je ne vous l'avais pas dit jusqu'à présent. C'est le nom populaire qui lui a été donné à cause des plaques rouges qui apparaissent sur le corps. Mais avec ce bras coupé, on finit par comprendre que le rouge, c'est celui du sang d'un membre coupé. Et que la maladie, le virus, est métaphore de quoi ? De la castration. Par ce sang qui apparaît sur tout le corps, alors que pour les filles, il n'apparaît qu'entre les jambes. C'est le sang des règles. Et le sang qui apparaît dès qu'on coupe un membre. Le sang des règles, beaucoup de femmes me l'ont dit, comme fantasmatiquement la blessure laissée par la castration et qui saigne périodiquement. Et qui ne s'arrête pas de saigner, parce que le fantasme de castration ne s'arrête pas à la ménopause. Il est là, silence, lui, ça n'existe pas, silence, ça n'existe pas.